Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 26 mai et Somnifère vous raconte ce soir La peau d'orange, une nouvelle à huis clos d'Oscar Wilde qui prend plaisir à égratigner la bonne société et décrire ses travers. En pleine campagne, un médecin fraîchement diplômé est témoin d'un drôle de numéro entre deux individus qu'il soupçonne d'être bien plus liés qu'ils n'aiment à le laisser paraître. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et adoptez la position que vous souhaitez tant qu'elle vous est confortable. À présent, portez votre attention sur le sommet de votre tête et soyez simplement attentif aux sensations que vous ressentez à cet endroit. Il s'agit peut-être de vibrations ou alors des fourmillements. Observez avec curiosité ce qui se passe au niveau du sommet de votre tête. À présent, portez votre attention sur les appuis de votre tête avec l'oreiller. C'est peut-être doux, ou alors chaud, ou peut-être froid. Vous ressentez peut-être le tissu sur votre peau, ou alors peut-être simplement une douce pression. Observez simplement vos sensations avec curiosité. À chaque expire, votre corps s'enfonce davantage dans le matelas. Votre esprit est plus léger. Détendez votre visage, déplissez le front, détendez le poing entre vos deux sourcils, votre nez, votre mâchoire, votre langue. À présent, portez simplement votre attention sur votre visage et à nouveau observez vos sensations, sans jugement, comme par curiosité. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans la région de vos épaules et relâchez-les de tout leur poids.
Abandonnez-les sur le matelas, sans résistance. Portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule. Puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Observez toute sensation de vibration, de picotement, de fraîcheur, de fourmillement, de confort. Soyez curieux et ouvert aux sensations présentes dans votre main et dans vos doigts. Laissez votre main se détendre complètement. Maintenant, portez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit. De haut en bas, commençant par l'épaule, puis le coude, puis l'avant-bras, puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Peut-être que les sensations se concentrent au niveau de vos mains et de vos doigts. Peut-être les sentez-vous plus vibrantes que le reste. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Portez votre attention sur le haut de votre dos, le milieu de votre dos, et les sensations dans le bas de votre dos. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages, flottant dans le ciel. Portez votre attention sur votre poitrine, votre plexus solaire
et votre ventre. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. À présent, portez votre attention sur votre région pelvienne et sur les endroits où votre corps est en contact avec le matelas. Portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Relâchez votre cuisse, votre genou, votre mollet. Observez simplement les sensations que vous pouvez y ressentir. Relâchez maintenant, à leur tour, votre jambe, votre genou et votre mollet droit. Relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds. Ils semblent également former des lettres. Essayez peut-être de les deviner comme quand nous étions enfants. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité, et observez comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Oscar Wilde, La peau d'orange. Traduction par Albert Savine. J'étais tout fraîchement en possession de mon diplôme de doctorat
et la clientèle venant lentement, j'avais de longues heures pour flâner dans les cliniques. C'est là que je connus John Meredith. Médecin non pas, chimiste de premier ordre, simple amateur de médecine, le jeune Anglais me charma par son esprit primesautier, et nous fûmes en quelques semaines aussi intimes qu'on l'est à 23 ans entre jeunes gens du même âge et des mêmes goûts. J'emmenai Meredith chez mes cousins Carterac, où je m'imaginais avoir découvert ma moitié d'orange, comme disent les Espagnols, dans cette petite bécasse d'Angèle qui entra au couvent avant que je fusse bien fixé sur mes sentiments. Meredith, lui, me présenta chez Lord Babington, son oncle et son tuteur. Il habitait avec la très jeune femme au printemps de laquelle il eut la sottise d'unir son hiver, une petite maison, festonnée de lierre et de glycines, dans un grand parc à faible distance de la gare de Ville d'Avray. Et chaque dimanche, nous arrivions sur les 11h30, Meredith et moi, comme madame Babington, qui était française et catholique, rentrait de la messe, dite à cette charmante église de Ville d'Avray, qui est pleine d'œuvres d'art à faire honte aux cathédrales de province. Nous passions la journée sur la terrasse embaumée de senteurs de citronnelle, à bavarder avec le vieux lord ou à écouter le piano de Lady Marcel, qui nourrissait nos nonchaloirs de sa berçante harmonie. Généralement, Lord William prenait mon bras et nous laissions Meredith se faire le chevalier servant de madame Marcel. Il partait en avant d'un pied leste et nous rattrapait au retour les bras chargés de bouquets et de verdure. Chose étrange, la tante et le neveu ne paraissaient s'entendre que pour et pendant les promenades. Au logis, sur les routes, ils en étaient à cette politesse un peu agressive qui n'est pas rare entre la jeune femme d'un vieil oncle et le neveu qui doit hériter de cet oncle. Meredith, à qui j'avais fait l'observation du contraste des deux attitudes que j'avais remarquées en eux, me répondit avec une spontanéité pleine d'humour. « Cher ami, comme vous le dites, je n'aime pas ma tante. Sa présence auprès de mon tuteur m'irrite et m'importune. Madame Marcel déteste cordialement son neveu, mais visite à son mari l'ennuie. Mais quand nous partons pour les bois, il n'y a plus en nous que deux camarades qui aiment la marche, les grands arbres, la brise fraîche, l'air irrespiré des hauteurs, les fleurs sylvestres. Madame Marcel a 22 ans, un esprit pétillant. Je ne suis pas de beaucoup son aîné, et l'on ne me dit point sot. Bref, nous ne songeons qu'à nous amuser et à jouir de la vie pendant notre promenade, quitte à reprendre nos attitudes d'hostilité courtoise en nous rapprochant du logis. Je répliquai à Meredith que je ne comprenais pas que l'ami dans les bois ne fût pas l'ami à la maison et que sa psychologie me semblait bien subtile. « Je n'ai pas dit ami, me répliqua-t-il. J'ai dit camarade, et c'est tout différent. Il n'y a pas d'amitié possible entre la femme de mon oncle et moi. La camaraderie n'engage à rien. Quand je scrute mon moi de ce temps-là, je songe que peut-être, au fond, j'étais suffisamment amoureux de madame Marcel pour demeurer enchanté que Meredith lui battît si froid. Ce sentiment, dont je me rendais point compte, était probablement ce qui me paralysait dans mes desseins premiers sur Angèle. Un dimanche, il y avait un peu plus de 3 mois que je fréquentais le toit hospitalier de Lord William, nous déjeunions tous 4 dans la petite salle à manger Renaissance. Nous en étions au dessert, et madame Marcel, à la mode anglaise, fit apporter les vins. Généralement, elle restait à table et se préoccupait d'empêcher Lord William, qui avait quelques penchants, d'absorber trop de sherry ou de Corton. Mais ce jour-là, elle me parut plongée dans une profonde distraction. Comme j'ai toujours été un très petit buveur, je laissai les 2 Anglais se faire raison et j'observai ma voisine. Elle jouait avec la peau de l'orange qu'elle venait de sucer quartier par quartier. D'abord, avec son couteau à fruits, elle la découpa en longues lanières, puis elle subdivisa les lanières en petits losanges, enfin elle réunit les petits losanges en un tas au milieu de son assiette.
et paraissant alors s'intéresser soudain à la conversation de son mari, elle coupa de 2 ou 3 observations brèves le récit qu'il faisait d'une croisière dans les mers de Chine. Puis elle reprit son couteau, l'éleva un instant sur son assiette et s'absorba dans l'exécution d'un dessin très compliqué d'ornementation, disposant les petits losanges tout autour et au fond de l'assiette. Elle me posa ensuite quelques questions banales sur la pièce à la mode, comme se désintéressant de son travail d'arabesque, éleva le couteau sur son assiette d'un air de badinage, et d'un petit geste décidé ramena les losanges au centre de l'assiette. De nouveau, le manège du couteau recommença, et cette fois 2 losanges seuls s'alignèrent. Un instant, le couteau reposa sur l'assiette au-dessus des 2 losanges pour reprendre bientôt la position verticale. Et alors, brusquement, Madame Marcel bouleversa les fragments de peau d'orange et les remit en tas. Le jeu était fini. Lord William continuait l'interminable récit de ses querelles avec Lord Elgin. Meredith, d'apparence insoucieux, buvait lentement son sherry. Autorisé d'un geste de la jeune femme, j'allumai une Nina. Il n'y avait pas de doute, le jeu de la peau d'orange était un système organisé de correspondance, et cette correspondance ne pouvait s'adresser qu'à Meredith. Mais à quoi bon, puisque dans les bois, les correspondants avaient tout loisir de causer loin des indiscrets. Dans une bouffée de fumée de mon cigare, je me décidai à jeter un coup d'œil sur Madame Marcel. Son regard impératif ne quittait pas Meredith comme si elle attendait une réponse. « Votre chéri est excellent, mon oncle, mais un marcheur ne doit pas en abuser. Je voudrais aujourd'hui que nous poussions le plus près possible de vos cressons. Qu'en disent vos jambes ?» Et nous partîmes comme à l'accoutumée. Mais j'observai que la tante et le neveu, sitôt qu'ils prirent de l'avance, eurent une vive altercation. Madame Marcel multipliant les gestes impératifs, tandis que Meredith semblait riposter par des dénégations. Après une promenade de 3 heures, nous revînmes, Lord William et moi, à Ville d'Avray, mais nous ne fûmes point rejoints par Meredith et Madame Babington. Sans doute, ils s'étaient attardés à boire de la limonade dans quelques bouchons campagnards, et sans nous inquiéter de ces marcheurs intrépides, Lord William, qui soignait ses malaises de vieillard d'après des procédés spéciaux, se fit servir un bitter. Il pouvait bien être 6h30 quand une sorte de guimbarde pénétra jusque devant la terrasse. Madame Marcel en sauta avec une légèreté d'oiseau. « Venez vite !» me cria-t-elle. « Secourez ce pauvre Meredith qui s'est foulé le pied. Supprimez le train de minuit, Bossire. Vous voilà nos prisonniers jusqu'à demain, où l'on avisera au moyen de transporter Meredith chez lui. Je vais faire préparer votre chambre, car vous partagerez celle de Meredith, docteur, la plus belle lady de France et d'Angleterre, ne pouvant vous offrir que ce qu'elle a. » Et Madame Marcel se précipita vers l'escalier. Aidé des domestiques, je portai Meredith sur le divan oriental à côté du piano. Il refusa d'aller plus loin, prétendant que c'était bien assez de souffrir sans s'ennuyer. On le montrait quand il serait l'heure de se coucher, mais il entendait sinon dîner, du moins assister au repas. J'obtins seulement de lui de visiter son pied. Il était peut-être un peu gonflé par un excès de marche, mais je n'y vis rien d'inquiétant, rien même qui décelât nettement la cause des douleurs dont il se plaignait. « Ce n'est pas une foulure, affirmai-je, peut-être une crampe violente. Les élèves d'Eton sont-ils devenus des demoiselles qu'ils se mettent à la diète pour si peu de choses? Vous allez dîner, Meredith, et je le souhaite de bon appétit. » Madame Marcel reparut au salon. À peine avais-je décidé Meredith à substituer à ses fines chaussures de grosses pantoufles de repos. Elle paraissait fort gaie, plus rieuse et plus taquine que d'ordinaire, mais elle semblait à son habitude se soucier fort peu de Meredith.
Après le dîner, où Lord William ne manqua pas de faire apporter du champagne pour boire à la guérison de son neveu, le rival de Lord Elgin s'endormit dans son fauteuil, tandis que Madame Marcel, au piano, jouait des polonaises et des berceuses de Chopin, son maître favori. Meredith fumait silencieusement. Accoudé sur le pleyel, je tournais les feuillets, échangeant de temps en temps un mot avec la musicienne. Sur les 11 heures, Lord William se réveilla et donna le signal de la retraite. Nous montâmes Meredith au 2e étage, éclairé par Madame Marcel qui me recommanda, notre chambre n'ayant pas de sonnette, de frapper au plancher si Meredith avait besoin de quoi que ce fût. Ma chambre est immédiatement sous celle-ci et je préviendrai les domestiques, car malheureusement Jeanne, ma femme de chambre, qui couche habituellement dans mon cabinet de toilette, est en congé jusqu'à demain soir. J'aidai Meredith à se coucher, et une fois les lumières éteintes, je ne tardai pas à m'endormir. Quand je m'éveillai, il faisait une nuit noire et sans lune. Je frottai une allumette pour consulter ma montre. Il était 2h15. J'allais souffler la bougie, quand, n'entendant pas la respiration de Meredith, je tournai presque machinalement la tête vers son lit. Le lit était vide. Voilà, pensai-je, qui m'explique cette foulure bizarre. Mon Meredith est un bon comédien, et Madame Marcel, avec ses losanges de peau d'orange qui m'ont tant intrigué, lui marquait tout simplement l'heure du berger. Allez croire après cela à la vertu des tantes et au serment des neveux. Je n'aime pas ma tante, elle me déteste cordialement. Il n'y aurait pas besoin d'aller bien loin pour en avoir la preuve, si j'avais comme le diable boiteux la faculté de décoiffer les maisons de leurs toits et les chambres de leurs plafonds. Et cependant, Lord William dort du sommeil du juste, c'est dans l'ordre. Mais aussi, ce vieillard de 65 ans avait bien besoin d'aller épouser une femme de 20 ans. N'importe. Si mon ami Meredith allait donner cette nuit un héritier à son oncle, il la trouverait sans doute mauvaise. Docteur, mon ami, tous les hommes sont fous. Toi-même, tu bats la breloque. N'es-tu pas dans ton lit pour dormir et non pour philosopher? Eh bien, dors sans te préoccuper des vicissitudes de la vie d'autrui. Mais ces beaux raisonnements ne me rendirent pas le sommeil, et ce n'est qu'au petit jour que je pus enfin dormir. Je fus réveillé par un cri d'appel auquel répondit une exclamation angoissée de Meredith qui s'élança vers l'escalier. Sitôt que je fus en état de me présenter décemment, je le suivis. « Qu'y a-t-il » demandai-je à une servante que je rencontrai sur le palier du 1er étage. « Lord Babington, me dit-elle, est mort au mourant. » Je pâlis atrocement. Je pensai soudain au couteau posé sur l'assiette sous les 2 losanges de peau d'orange. La voix de Meredith, une voix blanche, m'appelait de la chambre entr'ouverte. J'entrai. Madame Marcel, pâle et défaite, pleurait au pied du lit. Meredith, du geste, me désigna le corps. Je m'approchai. Comme me l'avait révélé le premier coup d'œil, Lord William avait cessé de vivre. Dans un examen rapide, je voulus rechercher les causes du décès. Quelques soucis, quelques préoccupations que j'eusse des événements de la nuit, rien de significatif ne permettait de douter que la mort ne fût naturelle. C'était une rupture d'anévrisme en apparence indiscutable. La course disproportionnée aux forces du malade, ses abus habituels des boissons alcooliques, ses excès de la veille, pouvaient expliquer l'accident. J'avais tremblé. Meredith était si bon comédien et si savant chimiste. Je sentis un poids de moins sur mon cœur. Après tout, le médecin légiste se débrouillerait comme il l'entendrait. Ce que je savais, au fond, c'était des hypothèses et non une science, n'avait aucun rôle à jouer ici.
le collègue que Meredith avait fait appeler constaterait les causes constatables de la mort et la justice des hommes serait satisfaite. S'il y avait d'autres choses, la conscience de Meredith et de Marcel aurait seule à en répondre. Et d'ailleurs, y avait-il autre chose? Une intrigue, un rendez-vous? D'accord. Un crime? Si je l'eusse affirmé, tout le monde m'eût pris pour un fou. On m'aurait dit que j'avais bu trop de champagne la veille avec Lord William et que si les résultats de ces libations exagérées avaient été moins funestes pour moi que pour le vieillard, ce n'était pas une raison pour troubler de mes rêves plus ou moins avisés la quiétude de ville d'Avray. Je renfonçai en moi mes doutes et je me tus. Meredith partit aussitôt après l'enterrement de son oncle pour l'Angleterre. Madame Marcel se retira en Bourgogne chez des parents éloignés et je n'entendis plus parler d'eux pendant 1 an environ. Je sus vers cette époque par le carton banal que Meredith épousait la tante qui l'exécrait, prétendait-il, et plus tard j'appris que le titre de lord ne risquait pas de passer à des collatéraux car suivant le cliché usuel, le ciel avait plusieurs fois béni leur union. À diverses reprises, je reçus de mon ancien ami des invitations à le visiter à Inverness, mais les circonstances me retenaient malgré moi à Paris, et je le regrette car j'eusse sûrement démêlé dans leur intimité, si lui et madame Marcel incarnaient le bonheur dans le crime ou le bonheur dans l'amour. Quien sabe? Nous jugeons si vite et si méchamment, nous autres sceptiques endurcis, conclut le docteur en secouant la cendre de son cigare. Bonne nuit. Bonne nuit.